Claude Évrard, L'arbre mort. 1. De loin, avec ses os blanchis, ses ongles noirs, vraiment il dépeint le paysage. Et puis cette manière de sortir du rang. En attendant la prochaine tempête, qu'il se cache au moins sous le lierre volubile, se tienne un peu dans l'ombre. Mais on ne voit que lui, ses membres grêles et la pâleur de son tronc écorcé, ses ramures crochues ornées parfois d'un oiseau noir et pensif. Dans le tumulte vert qui s'agite à son pied depuis que son ombrage n'impose plus silence, sa raideur solitaire fait l'effet d'un piquet planté au milieu d'un cours d'eau. De loin, c'est une entaille blême, un accroc, comme une épine prise dans le précieux tissu de la végétation. De loin seulement. Qu'on s'en approche et l'on sentira sous la main son grand corps dénudé, frissonner sous le vent printanier, dans une vibration profonde de tout son être. Qu'on lève alors la tête, on le verra montrant dans le soleil d'avril ses membres amputés dans une supplique intense et silencieuse. Mort peut-être, mais chez ces êtres de la durée, la mort elle-même prend son temps pour s'accomplir. Mort sans doute, mais toujours debout, dressé sur ses racines, poursuivant doucement parmi ses multiples enfants qui babillent à ses pieds son identité d'arbre, celle d'une âme accordée aux forces de la forêt, que son grand corps enfin renversé quelques jours de bon vent nourrira avec la même affectueuse patience. Deux. Comme toujours, on n'avait rien vu venir. Ce n'était qu'une branche sèche, comme en produisent régulièrement les arbres, triant dans la multiplication constante de leurs formes, celles qui ont fait leur temps deviennent à charge. Rien de quoi s'inquiéter, rien qu'un peu de bois mort, comme en répandent les grands vents d'automne. Quelques délestages salutaires pour un individu en pleine force, bien campé sur ses racines maîtresses, qui sont, comme on le sait, la figure inversée, souterraine et invisible de ses royales ramures. Mais justement, le dépérissement vient de ce qu'on ne voit pas. Tout avait commencé bien avant que cette branche ne sèche. Les ramures souterraines, minées par un mal inconnu, n'étaient plus depuis longtemps à la mesure de l'immense couronne de feuillage qui continuait de flamboyer en plein ciel. Quelques saisons furent alors nécessaires pour qu'on se rende à l'évidence. Quelques branches de plus, sans bourgeons ni rameaux, jusqu'à ce moment d'arbre, étrange et pathétique, où le grand corps fibreux, impressionnant de force, devient muet, ne fait plus bruire le vent qui le traverse, renonce à faire du verre, garde ses bras ouverts, sans qu'on l'entende respirer ni produire d'ombre. Il est un autre bruit qui le fait remarquer, un bruit de clous sous le marteau,
un bruit de crucifié sous le bec perforant son écorce, y taillant de profondes boutonnières. En hiver, le colosse donne encore le change, même si ses rameaux ont perdu depuis longtemps leur élasticité. Mais dès la saison douce, c'est pitié de le voir, sombre d'abord en son écorce fissurée, dont les écailles commencent à se soulever aux premières chaleurs, puis clair du haut en bas. Son immense corps entièrement nu, comme recroquevillé, frissonnant dans un matin d'exécution, ses pauvres oripeaux entassés à ses pieds. Puis il blanchit, parmi les soleils et les pluies qui le polissent comme un os, longue défense dressée de quelque mythique animal dont le souffle perdu résonne encore à la mémoire des arbres. Quand il s'allonge enfin, c'est au milieu des siens, nombreuses familles poussées depuis pour l'accueillir dans son retour vers la terre, puisant en lui cette science des arbres dont elle se nourrira, jusqu'à le mélanger à sa propre substance. Disparus corps et branches, il vit alors en elle, comme vivent en nous les voix de ceux qui ont pétri notre âme parce qu'ils nous ont tendrement aimés.